fait, je vais plus faire un retour en arrière que parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bon, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes têtes ici, donc des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé au début disons de toute l'activité génomique d'Evry. Et je vais revenir un peu là-dessus. Je vais même revenir un peu plus loin, parce que finalement, la génétique humaine, d'une manière générale, est une discipline qui est extrêmement jeune. Et alors, j'espère que je vais arriver à faire marcher ça. Oui, ça a l'air de marcher. Donc, comme nous sommes au DNA Day, je vais peut-être démarrer au moment de l'expérience de Avery, MacLeod et McCarthy en 1944. En 1944, où on a établi que l'ADN était en fait le support de l'hérédité, le matériel génétique qui véhiculait nos gènes. Et ça a été montré, bien sûr, à l'époque pour des bactéries. Et tout ça pour dire qu'en fait, la génétique humaine était, dans la première moitié du XXe siècle, était une discipline extrêmement... pratiquement, il n'y avait rien. Voilà, on peut le dire comme ça. On ne connaissait que très peu de gènes. Les gènes qu'on connaissait le mieux, en fait, c'est des gènes qu'on ne connaissait que par leur phénotype, pas par le génotype. Et ça, c'est des travaux qui ont démarré assez rapidement, au début du siècle, tout de suite. Et on a catalogué tous ces traits héréditaires qui s'héritaient selon les lois de Mendel. Et ça, disons, ont commencé à se cristalliser. Alors, je ne sais pas si ça marche. Oui, si, ça a l'air. Pas sur l'écran. Pas sur l'écran. Bon. Donc ça a commencé, disons, en 1964, l'année où l'INSERM a été créé, avec la publication du premier catalogue de Victor McKusick sur Mendelian Inheritance in Man, donc MIM. Et ce catalogue MIM a ensuite été régulièrement mis à jour. La première version comptait à peu près, je crois, entre 1400 et 1500 entrées, qui étaient pour l'essentiel des phénotypes. C'est tout ce qu'on savait faire. Alors il y a bien sûr un petit peu de biochimie qui commence à apparaître, parce que pour identifier un gène, il faut au moins identifier son produit, ce qu'on savait un petit peu faire par des approches de biochimie, par des approches d'immunologie. Et ce qu'on a aussi assez rapidement essayé de faire, c'est de cartographier ces gènes. Et là, il y a eu une découverte absolument essentielle, qui est celle des hybrides somatiques, en 1965, par Boris Efrussi. Boris Efrussi, qui est français, mais qui travaillait à l'époque aux États-Unis. Et à partir donc de cette approche-là, on s'est rendu compte assez rapidement que lorsqu'on fusionnait donc des cellules de deux mammifères, comme un humain et un rongeur, en fait, les chromosomes humains avaient tendance à être perdus. Et ça a été le moyen de pouvoir assigner des gènes à des chromosomes humains. Et ça a commencé, disons, fin des années 60, début des années 70. Et les choses se sont accélérées à tel point qu'en 73, donc par ici, a été lancée une première initiative à l'échelle mondiale pour et à partir des années 70, les choses sont vraiment accélérées avec l'irruption, on va dire, du génie génétique, les technologies de l'ADN recombinant, qui ont complètement révolutionné le monde. Donc la génétique humaine démarre, on va dire, au courant des années 70. Alors je vais juste passer très rapidement sur un certain nombre
deux résultats absolument essentiels et qui ont été à l'origine de techniques qui ont été utilisées pendant très longtemps pour des utilisations diverses, mais notamment pour la cartographie des gènes humains. Le premier de ces résultats, dont je parle, celui d'Ed Southern, donc le Southern Blot, je pense que tout le monde connaît encore ici, même si on l'utilise de moins en moins, mais ça a été un moment absolument décisif dans tous ces travaux de cartographie. Donc, est capable d'utiliser un petit fragment d'ADN grâce justement au fait qu'on arrive à manipuler à partir de ce moment-là, comme sonde, pour analyser ensuite des digestions par des enzymes de restriction de l'ensemble du génome et d'identifier le fragment de restriction qui contenait un fragment complémentaire de la sonde, donc le gène qu'on recherchait. Autre travail qui a été absolument crucial à ce moment-là, c'est le démarrage des banques d'ADN génomique par le groupe de Tom Magnatis et des banques tous azimuts, de tout type d'organismes, mais bien sûr l'humain. Et la première banque humaine qui a servi à identifier le premier groupe de gènes humains qui sont des gènes de globine, parce que la globine est quand même quelque chose dont on connaissait, le cDNA avait été cloné très peu de temps avant, donc on avait la sonde, donc on pouvait isoler les fragments d'ADN génomique contenant ce gène, et donc il y a ceci, c'est la première description de l'isolement de gènes humains dans une banque d'ADN humain, enfin de fragments d'ADN humain dans un vecteur qui était un bactériophage, qui était du bactériophage lambda. Pratiquement au même moment, Kahn et Dozy montrent que, occasionnellement, ces fragments sont capables de détecter ce qu'on appelle donc des polymorphismes, c'est-à-dire des variations de séquence. Les variations de séquence, en l'occurrence, sont des variations de la perte ou du gain d'un site de restriction sur un fragment d'ADN. Et ce polymorphisme, donc, ouvrait la voie à deux choses. D'abord, il ouvrait la voie à la cartographie, on va en reparler tout de suite, et aussi montrait qu'en fait, on pouvait avoir des déséquilibres de liaison, c'est-à-dire une association préférentielle entre une de ces formes alléliques, donc un allèle de ces polymorphismes avec un autre gène, par exemple, ou avec une autre mutation. Par exemple, ici, il y avait des équilibres de liaison entre la bêta-thalassémie et un fragment et un site de restriction. Et très peu de temps après, le groupe, ou disons plutôt l'association entre ces différents chercheurs, David Botstein, Ray White, Skolnick et Ron Davis, ont proposé de passer à une carte des gènes humains. Alors, à une carte de liaison génétique à l'aide de ces polymorphismes de longueur de fragments de restriction, donc ce qu'on appelait les RFLP, parce que cette carte génétique, en fait, cette carte de liaison génétique qui existait pratiquement pour toutes les espèces, parce qu'on était capable d'identifier des gènes et d'avoir des polymorphismes pour ces différents gènes, des polymorphismes autres que les polymorphismes de l'ADN. Ici, pour l'espèce humaine, les seuls polymorphismes dont on pouvait vraiment disposer en grande quantité à l'époque, potentiellement, c'était les polymorphismes de ces RFLP. Donc, cette carte a été proposée en 80, et, alors je ne sais pas si j'en ai sauté une ici, oui, non. Et ça a été un peu le point de départ, une espèce de ruée vers l'ADN à ce moment-là, pour disposer de réactifs capables de détecter des polymorphismes, capables de détecter des gènes, et ainsi de suite. Et le premier congrès de cette série HGM dont on a déjà parlé, Human Gene Mapping, où on rapporte l'utilisation d'ADN,
et le meeting d'Oslo qui s'est déroulé en 1981. Et on voit aussi ici l'accélération qu'il y a eu entre 81 et 83, donc en l'espace de 2 ans, on est passé d'une dizaine de pages dans le report de ce meeting sur le mapping par l'ADN recombinant à plus de 60 pages dans la version 83. Donc une explosion véritable de l'utilisation de ces fragments d'ADN. 83, on passe à 84, où en France, alors ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que cette première période initiale s'est faite dans une anarchie absolument totale. Chacun travaillait dans son coin. Il n'y avait pas d'infrastructure génomique pour avoir, disons, une certaine efficacité dans ce travail. Donc c'était du chacun pour soi. Il n'y avait pas d'organisation. Disons, un premier effort d'organisation, c'est celui du CEF, donc du Centre d'études du polymorphisme humain, qui a été créé par Jean Dosset et Daniel Cohen. Et ce Centre d'études du polymorphisme humain proposait à l'ensemble de la communauté des généticiens humains des ADN d'un certain nombre de familles nombreuses qui avaient été rassemblées sur 3 générations, certaines sur seulement 2. Il y a beaucoup de familles là-dedans qui proviennent en particulier du groupe de Ray White à Utah. Et donc ce sont ces familles sur 3 générations avec des grands-parents, des parents et un grand nombre d'enfants, donc un grand nombre d'événements méiotiques, ce qui est nécessaire pour faire de la carte génétique. Et donc ça a été lancé en 84. Une quinzaine de laboratoires du monde entier ont adhéré à ce principe-là, c'est-à-dire ils recevaient l'ADN et ils renvoyaient les résultats de génotypage, c'est-à-dire l'étude de la transmission des marqueurs polymorphes à l'intérieur de ces familles, afin qu'on puisse établir s'il y avait une liaison génétique entre un marqueur du laboratoire A et un marqueur du laboratoire B qui, disons, ségrégeaient de façon très semblable. Donc, grâce à cette collaboration, a pu commencer à s'établir une carte génétique. Alors, on va un petit peu passer en revue ce qui s'est passé. Donc ici, en vert, vous avez les outils qui ont été développés à partir des dates en question. Et puis en rouge, vous avez ce qui est plus spécifiquement, concerne plus spécifiquement les gènes de maladie. On reviendra un tout petit peu dessus. Et puis ici, ce qui n'est pas encadré, ce sont, disons, toutes les institutions ou toutes les décisions institutionnelles qui ont accompagné le développement de ce projet. Alors, assez peu de temps après donc, le lancement du CEF, une première carte génétique est proposée par le groupe d'Hélène Denis-Keller, qui a été en fait par une entreprise privée qui s'appelle Collaborative Research. Et cette entreprise, sans doute, avait l'intention d'utiliser cette carte génétique pour identifier des gènes de maladies génétiques, mais elle a finalement fait long feu. Je crois que Collaborative Research n'a pas existé très très longtemps. Alors, le gros souci et le gros problème de cette carte génétique, c'est qu'en fait, les marqueurs en question étaient des marqueurs bialléliques, donc 2 allèles seulement possibles, et lorsqu'on a seulement 2 allèles possibles, très souvent, on retrouve le même allèle sur, disons, chacun des chromosomes homologues d'un individu. Et donc, la cartographie de gènes qui sont responsables de maladies, qui se font selon ce principe-là, c'est-à-dire vous avez, ici c'est une maladie dominante, vous avez un individu qui est non malade, celui-ci, et ici un individu qui est malade, et vous voyez que pour une région donnée, on ne peut pas distinguer les 2 allèles. Et si on ne peut pas distinguer les 2 allèles, eh bien on n'aura pas de différence dans la descendance entre ce qui est transmis sur le chromosome porteur du gène muté et le chromosome normal. Et donc on n'arrive pas à définir ce type d'intervalle dans de très nombreux cas, sauf quand on peut distinguer l'origine génétique
le chromosome parental qui est porteur du gène muté. Nous sommes, disons là, à la fin des années 80. Le programme américain est en cours d'élaboration, il doit démarrer en 90, et ce qui s'est passé à l'époque est assez bizarre, c'est que, ça c'est un article qui est sorti dans Science en 90, où on s'interrogeait sur le futur d'une carte de liaison génétique chez l'homme. Et il y avait une inquiétude très nette, c'est que les gens pensaient pratiquement que the first goal of the Genome Project, a fine-grained genetic map, may just be too tough to reach. Et on comprenait ici en France que, d'abord les équipes américaines qui travaillaient sur cette carte génétique ne s'entendaient pas très bien, mais aussi on a l'impression que la stratégie qui doit être utilisée pour faire ça n'est pas définie, et il y a un aspect dont on ne parle jamais dans cet article, c'est celui de la qualité, de l'informativité des marqueurs. Parce qu'à l'époque, on commençait à identifier des marqueurs qui étaient multi-alléliques. Et donc, on va revenir sur ces aspects de marqueurs multi-alléliques tout de suite. Ici en France, on a commencé à discuter entre nous, Daniel Cohen et moi, et avec les gens de l'AFM, donc en particulier avec le président de l'AFM de l'époque, Bernard Barato, à partir du constat suivant, c'est que d'une part, il n'y avait pas de carte physique pour l'ensemble du génome, et d'autre part, la carte génétique était de qualité assez médiocre. Donc, parce que constituée de marqueurs bialléliques. Donc, l'idée qui était sous-jacente, bien sûr, de tout ça, c'était de développer deux programmes, un orienté vers la carte physique, un programme de cartographie physique de l'ensemble du génome à partir de grands fragments d'ADN clonés dans des chromosomes artificiels de levure, des YAC, et l'autre d'établir une carte génétique, là aussi, avec des marqueurs hautement polymorphes capables de détecter du multiallélisme. Et donc, voilà le projet qui a été lancé. Alors ce projet a été proposé un peu à la cantonade et un peu partout par Bernard Barato, et je dois dire qu'il n'a pas été accueilli dans l'enthousiasme, tout simplement parce que les gens se disaient mais si l'AFM maintenant donne ses moyens pour faire ces deux projets, méga projets, il n'y aura plus d'argent pour nous. Donc la communauté scientifique a très mal accueilli au départ ce type de projet, et la naissance de Généton, qui est donc l'endroit où doivent se faire ces deux grands projets, a été... ça ne s'est pas du tout passé dans une ambiance sereine, et on peut bien comprendre que les gens étaient inquiets. En plus, c'était quand même des projets, en particulier le projet de la carte physique, c'était quand même des projets à haut risque. Voilà les deux promoteurs de Généton, Daniel Cohen et Bernard Barato. Voilà les lieux. Alors nous sommes quelque part ici, juste ici. Vous connaissez ces bâtiments. Alors à l'époque, il n'y avait que ces trois morceaux-là, ce qu'on appelle la 4e aile et le génocentre, n'existaient pas encore en 1990. Il n'y avait que les trois mais c'était déjà un très gros bâtiment, et donc l'AFM a dit, voilà, Généton va démarrer ici. Et donc, un des points évidemment essentiels, c'était d'utiliser au maximum des méthodes robotisées et automatisées. Et ici, vous avez un de ces appareils qui est ce qu'on appelait le Mark II, qui est un appareil à faire des blots de Southern. Alors, la machine est capable de faire en parallèle 20 gels qui vont être donc transférés sur
20 membranes par électrotransfert. Et en plus, non seulement c'est des machines qui ont une capacité déjà absolument gigantesque, mais ici vous voyez le nombre de machines qui ont été rassemblées pour le projet, d'abord essentiellement pour le projet de cartographie physique. Alors, cette salle n'existe plus, je crois, aujourd'hui. En fait, il fallait, mettre à l'abri des machines tout ce qui dégageait beaucoup de chaleur pour qu'on puisse évacuer les calories de façon plus simple, c'est-à-dire les calories à être dégagées dans cette cage de verre derrière. Donc ça, c'était essentiellement les calories générées par la réfrigération des électrophorèses, mais aussi, bien sûr, par les générateurs qui donnaient le courant aux appareils d'électrophorèse. Et donc, ça fonctionnait selon ce principe-là, c'est que toute la chaleur était évacuée là derrière. Voilà. Et ensuite, dans l'atmosphère. Alors ça, c'est juste un résultat d'un de ces blots, donc de fragments de chromosomes artificiels de levure coupés par un enzyme, et le blot est hybridé avec une sonde d'ADN, d'un type d'ADN répétitif. Donc voilà ce qu'on détectait comme genre de profil. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il était bien sûr, il fallait faire un nombre de blots absolument considérable, on va revenir sur les chiffres tout de suite, mais il fallait enregistrer tous ces résultats. Et donc ça, c'était l'objet du développement de programmes informatiques qui permettaient de lire automatiquement ce type de... Alors c'est pas un c'est pas un autoradiogramme, c'est plutôt plutôt une photographie, puisque les bandes que vous voyez ici ne sont pas des bandes de radioactivité, mais des bandes de fluorescence qui sont détectées sur une membrane, enfin sur une émulsion photographique, donc les fameux films de rayons X qui sont utilisés un peu pour tout. Ça, c'est la cuisine qui a été utilisée pour ce projet de cartographie physique. Je ne vais pas le détailler. Disons que 33 000 clones, donc 33 000 grands fragments d'ADN ont été digérés par 3 enzymes de restriction, donc ça fait 100 000 échantillons qu'il fallait passer sur des blots, et qui ont été ensuite traités de diverses façons. Les blots ont été hybridés à différentes sondes. Il y a encore eu d'autres caractérisations spécifiques pour ces grands fragments. Et puis, l'ensemble de ces données a été utilisé par des programmes informatiques pour reconstituer les contigs de YAC, donc des chevauchements entre différents YAC, pour aboutir à une carte physique. Cette carte physique a été proposée en 1993. Vous reconnaissez ici Jean Dosset, Daniel Cohen, Ilya Shoumakov. Ilya Shoumakov qui était le premier signataire de ce papier. Voilà la carte qui... en fait, n'a pas eu tout le succès qu'elle aurait dû avoir, tout simplement parce qu'une très grande partie, à peu près 50% des chromosomes artificiels de levure de la carte, étaient chimériques, c'est-à-dire étaient réarrangés, constitués de fragments d'origine différente, donc pratiquement inutilisables pour faire de la cartographie, mais aussi ensuite pour être traités, pour servir de source d'ADN pour, disons, d'autres projets, notamment des projets de recherche de gènes, de maladies génétiques par la stratégie de clonage positionnel. J'aurais peut-être dû introduire ce clonage positionnel un tout petit peu plus avant, tout simplement pour dire que ces cartes, que ce soit la carte physique ou la carte génétique, étaient des outils qui pouvaient être utilisés par l'ensemble de la communauté mondiale des gens qui faisaient de la génétique moléculaire humaine et qui avaient commencé à rechercher des gènes responsables de maladies
au début des années 80. Et donc ici, on est après les années 80, en pleine période, disons, d'activité très intense dans la recherche de gènes de maladies génétiques. Juste quelques dates. 86, c'est l'identification du gène de la myopathie de Duchenne, qui marque un peu le début des succès de clonage positionnel qui vont ensuite se dérouler sur l'ensemble des années 90. En ce qui concerne la carte génétique, l'idée était d'utiliser des nouveaux marqueurs qui pouvaient détecter du polymorphisme et qui en plus avaient l'avantage de pouvoir être traités par des approches de PCR. Donc il suffisait de connaître les séquences flanquantes de ces répétitions dont le nombre d'unités pouvait changer d'un allèle à l'autre, et c'est ça qui génère tout ce polymorphisme. Et donc, en identifiant un grand nombre de ces répétitions, réparties sur l'ensemble du génome, on pouvait développer des marqueurs génétiques hautement polymorphes, et ça avait été proposé par Jim Weber en je ne sais plus quelle année, 1989. Voilà. Donc ces marqueurs ont été utilisés, et avec ces marqueurs-là, cette fois-ci, on a la chance de pouvoir avoir le génome non plus en noir et blanc, mais en couleur, et donc de pouvoir beaucoup plus fréquemment identifier, des zones où tous les individus non malades ont un allèle provenant d'un des parents, et ceux qui sont malades, toujours une maladie dominante, c'est l'autre allèle qui va être transmis et qui va donc, on va ainsi pouvoir délimiter une zone minimale contenant le gène responsable de la maladie. Donc ça, c'est le principe de la cartographie pour un gène de maladie. Évidemment, le même principe est utilisé pour faire la carte de référence. Je pense que je vais passer assez rapidement sur les différentes phases de préparation de ces marqueurs. C'est de la cuisine. Vous voyez ici une image d'une séquence sortie d'un appareil de séquençage EBI 370. Donc c'est un peu la première génération des machines à séquencer. Et vous voyez le profil typique des répétitions, ici, CA, 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 alors oui, c'est ça, et qui ont été donc générés à ce moment-là de façon très intensive. Bon, je passe sur la cuisine ayant servi à faire la carte génétique. Elle est intéressante, mais on n'a pas tellement le temps. Mais en tous les cas, on est là aussi obligé d'utiliser des méthodes de plus en plus informatisées à partir des profils qui sont de polymorphes, des ADN d'individus qui sont analysés avec ici révélation d'un marqueur polymorphe. Là aussi, il fallait saisir ces données et les informatiser. Donc elles étaient saisies sur des espèces de formulaires, et à partir de ces formulaires, on pouvait scanner ces formulaires et les remettre ainsi dans la base de données ad hoc, et puis ensuite, à partir des données de typage qu'on obtenait à partir des différents individus d'une famille, il était possible de reconstituer avec des programmes spécifiques, ici en particulier le programme Linkage développé par Jurgot et Marc Latrobe. Il était possible de faire ces cartes génétiques. Donc nous avons proposé plusieurs versions de cette carte. Ici, c'est la dernière qui est sortie, qui a été soumise en 95, qui est sortie en 96. Et en parallèle a été publiée aussi la carte génétique de la souris, établie exactement par le groupe américain d'Eric Lander, établie exactement selon la même approche, c'est-à-dire
marqueurs microsatellites de type CA repeat. Et évidemment, ça a été un moment très important. D'abord, la carte a été publiée en, je ne sais plus, oui, c'était en novembre 92, juste au moment où sortait le Beaujolais nouveau. Ici, c'est l'équipe, l'image est vraiment pas bonne, c'est l'équipe, ou une partie de l'équipe qui a participé à ce projet de cartographie, Marc Latrobe, ici, et puis Roland Hailey, qui ensuite sera, disons, la cheville ouvrière du séquençage du chromosome 14, dont on va parler tout de suite. Et non seulement ça a été accueilli dans l'enthousiasme, mais vous avez même des très grands chercheurs se sont déplacés à Généton. Vous avez ici Jim Watson, à qui j'explique je ne sais plus trop quoi. Voilà la dernière version de cette carte. Donc il y a eu 3 versions qui ont quand même, disons, récolté un franc succès, surtout lorsqu'elles sortaient. Alors vous voyez aussi que la répartition des marqueurs n'est pas uniforme, qu'il y a des zones qui sont moins bien couvertes, alors que d'autres sont densément couvertes. Ça, c'est la loi du genre. Et aussi, ça montre, et c'est surtout fréquent dans les régions terminales des chromosomes, où il y a plus de recombinaisons, donc plus de distance génétique. Il y a une 3e carte qui a été faite, carte des gènes. Cette carte des gènes s'appuyait sur des EST, donc des morceaux de cDNA, des étiquettes de gènes, si on préfère, dont un programme avait été développé à Généton par Charles Offray, ici, et cet ensemble lui avait développé donc le programme de séquençage de ces EST, et d'autres gens faisaient ça de par le monde. Donc il y a eu une espèce de collaboration internationale avec tous les grands producteurs d'EST et tous les gens qui étaient capables de faire de la cartographie de façon très intensive. Là, nous sommes en 98. Depuis le début de Généton, pas mal de progrès ont été faits. Et la méthode qui a été retenue pour faire cette carte, c'est une carte basée sur l'étude d'hybride d'irradiation, où on va chercher la présence de marqueurs différents. Lorsque ces marqueurs sont présents sur un même morceau de chromosome, on va pouvoir, disons, avoir plus fréquemment cette situation-là que celle-là, que celle-là. Et donc, on va pouvoir ainsi utiliser de la statistique pour refaire cette cartographie. Ici, vous avez le nombre de marqueurs qui ont été étudiés par les différents laboratoires. Donc, vous voyez, c'est une grosse collaboration. Il y a le Sanger qui est dedans, il y a Whitehead, Généton, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le 3e type de cartes qui ont été faites. Et à partir de là, se posait vraiment le problème du séquençage. Et Bernard Barato, ici à gauche, avait fait venir Jacques Chirac, qui était alors je ne sais plus si c'était au moment d'une élection présidentielle ou juste avant, probablement juste avant, pour bien faire comprendre à Jacques Chirac qu'il était absolument crucial qu'on se lance maintenant dans le séquençage et que l'AFM, elle, allait se retirer de ce projet. L'AFM avait financé les cartes, financé le séquençage en plus, c'était plus son rôle, c'était à l'État de prendre le relais. Alors, pour que l'État puisse prendre le relais, quand l'État a une décision à prendre, il faut d'abord pondre des rapports. Donc un premier rapport a été pondu par un groupe de réflexion dont je faisais partie, mais je n'étais pas du tout d'accord sur les conclusions. Lorsque vous voulez faire un gros projet, vous avez toujours 3 oppositions. Celle de ceux qui ne veulent rien faire, celle de ceux qui veulent faire exactement le contraire, et celle de ceux qui veulent faire la même chose. Alors, ne voulez rien faire, des chercheurs là aussi, il y a eu un débat très important sur, disons,
le séquençage, est-ce qu'il fallait vraiment séquencer le génome humain? 2, est-ce que en France, est-ce que les Français devaient participer à ce projet? Et il y avait beaucoup de chercheurs en France qui disaient non, on ne va pas participer à ce projet, on va laisser les Américains le faire, nous on peut faire des choses beaucoup plus intelligentes. Et c'était, disons, le gros de la communauté française en biologie était de cet avis-là. Et les choses ont un peu changé au moment où sont sorties les premières séquences de chromosomes de levure. Parce que lorsque les gens ont vu que leur gène favori se trouvait sur les séquences de ces chromosomes, ils ont tout d'un coup saisi tout l'intérêt qu'il y avait à disposer de ce type de données. Et à ce moment-là, aussi bien, disons, sur le plan mondial, il y a eu une attitude beaucoup plus favorable pour le séquençage du génome humain. Donc, en France, premier rapport, Galibert avait participé justement à ce projet de séquençage du génome de la levure, et lui, il avait conclu à la création d'un centre de séquençage, mais multipolaire, c'est-à-dire constitué de plusieurs entités réparties sur le territoire. Et je pense que ceci aurait été une perte d'efficacité assez importante. Et en plus, c'était complètement à contre-courant de ce qui se passait ailleurs dans le monde, où on créait justement des très gros centres de séquençage pour bénéficier de tout un tas d'avantages, de la puissance, de la concentration des moyens, et ainsi de suite. Donc, même le ministère n'a pas beaucoup aimé les conclusions de ce rapport, et donc lorsque le premier rapport ne plaît pas, ce qu'on fait faire, c'est un deuxième rapport. Donc deuxième rapport qui arrivait à une conclusion bien différente, qui était celle de la création d'un seul centre de séquençage en France. Et à ce moment-là, il y a eu une décision qui a été de dire que ce centre serait installé à Évry. Et donc a été annoncé en octobre 1996 la création de ce centre, donc Génoscope, et ce centre serait, sous forme administrative d'un groupement d'intérêt public, un GIP, et aurait un budget à partir de 1997. Donc voilà la forme que devait avoir ce centre. Donc les différents partenaires publics étaient ces trois entités-là. Le budget était effectivement tout à fait raisonnable. Pour l'époque, c'était quand même une somme importante. Sa localisation ici à Évry et la surface qu'il occuperait, la suivante. Donc voilà un morceau du bâtiment qui a été occupé donc par Génoscope à ce moment-là. Et voilà les premiers équipements qui ont été mis en route à partir de 1997. Et alors vous voyez, ce ne sont pas des machines de type ABI, c'est une autre marque de machines, l'Icor, qui sont basées aussi sur des gels avec des fragments fluorescents, mais cette fois-ci il s'agit de fluorescence infrarouge. Le principe était un peu différent des machines ABI et permettait en fait des lectures plus longues et avec des coûts de réactifs considérablement inférieurs à ce que coûtaient les réactifs ABI qui avaient une espèce de monopole. Donc on a un peu échappé à ce monopole et puis ça nous a permis qu'avec le budget qu'on avait de faire beaucoup plus que ce qu'on aurait pu faire avec des machines ABI. Alors non, c'est pas ça que je voulais montrer. Je crois que j'ai un souci. Oui, bon, je vais passer rapidement sur Pyrococcus, je crois que c'est pas la peine. C'était le premier projet de séquençage qui avait été fait. En fait, on avait soumis ce projet au comité scientifique qui n'avait pas beaucoup apprécié le projet. Et donc, comme on était un peu piloté par deux comités, un comité scientifique stricto sensu et un comité d'orientation qui donnait les grandes orientations de recherche, ce deuxième comité a dit « Oh, mais si, ce serait quand même intéressant de faire ça. Et puis, ça va vous mettre le pied à l'étrier. » Donc, en jouant un comité contre l'autre, on a pu démarrer ce projet et le terminer très très rapidement dès le démarrage du centre, fin 1997.
Alors, les gros projets qui ont été démarrés à ce moment-là sont d'abord le projet sur Arabidopsis, qui a été financé par l'Europe, le projet Génome humain, chromosome 14, financé par nos propres deniers, et puis un outil d'interprétation du génome humain qui était le génome du tétraodon. On va revenir un tout petit peu là-dessus. En 97, donc par rapport à un autre... Enfin, en Europe, il y avait, disons, le plus gros centre, c'était le Sanger, donc financé par le Wellcome Trust. Et notre centre se situait à peu près en capacité de séquençage à, disons, l'ordre d'un quart de ce qu'était capable de faire le Sanger. Et sans doute savez-vous ou vous souvenez-vous qu'il y a eu à ce moment-là, donc en 98, l'annonce par Craig Venter qu'il allait lui-même, avec de nouveaux types de machines à séquencer, faire à lui tout seul le séquençage du génome humain. Et donc les centres ont tous, à ce moment-là, augmenté leur force de frappe. Et le Sanger, avec l'argent du Wellcome Trust, a pu faire une très grosse augmentation, a pu pratiquement doubler. Nous, on a pu augmenter de 50%. Donc la disparité entre les deux était encore plus importante. Et résultat des courses pour le séquençage du génome humain, Génoscope se trouve ici dans une position assez modeste par rapport aux énormes mastodontes américains et anglo-saxons de manière générale. Et Riken aussi a fait une très grosse contribution. Je finirai pratiquement là-dessus. Un des gros soucis à l'époque, c'était quand même l'annotation des génomes, l'identification des régions codantes dans les génomes. Et l'idée, à ce moment-là, était de séquencer un autre vertébré, parce que la conservation des séquences codantes entre différents vertébrés est très importante. Et donc, pouvoir, par des comparaisons de séquences, retrouver les parties conservées et qui correspondaient en fait à des exons. Et donc, on a choisi ce mignon petit poisson, enfin qui n'est pas si mignon que ça, parce que vous lui donnez le doigt, il mord dedans. Donc, nous avons séquencé tout de suite dans la foulée du génome humain nous avons fait ce tétraodon dont le génome est 8 fois plus petit et contient pratiquement les mêmes gènes que le génome humain. Et ceci nous avait aussi permis à ce moment-là de proposer pour la première fois une estimation à la baisse du nombre de gènes, bien que notre chiffre final qui tournait autour de 28-30 000 était encore bien plus élevé que ce qu'on sait aujourd'hui, où on est plutôt dans les 20 000. Mais il y a des explications pour ça, on pourra peut-être revenir dessus. Là, c'est juste pour dire, bon, le séquençage continue. On a parlé tout à l'heure dans l'introduction de séquençage d'ADN environnemental, de métagénomique. Ici, vous avez un résultat de métagénomique qui est déjà assez vieux maintenant, qui date de 2015, où il a été procédé dans le projet Tara, donc c'est la seule chose que je dirais sur Tara, à du séquençage systématique de tout ce qui vit dans les océans. Et donc, on pouvait trier les différentes composantes du plancton des océans. Donc ici, c'est la fraction prokaryote de ce plancton qui a été séquencé, donc qui a généré un nombre de gènes absolument considérable. Et on voit que sur des courbes de saturation, ce qu'on fait, on représente le nombre d'expériences qui ont été faites avec un nouvel échantillon. Et lorsqu'on arrive à une asymptote, on sait qu'on a à peu près épuisé le stock de tout ce qui est à trouver dans l'ensemble des échantillons. La même chose a été faite pour le métagénome intestinal. Vous voyez que le nombre de gènes est bien inférieur, mais vous voyez aussi que la saturation est plus difficile à obtenir. Si on regarde le même nombre d'expériences, 250, on est par là, donc on n'est pas du tout encore à saturation. Ce qui est quand même, ça montre aussi qu'il y a une diversité plus grande, même s'il y a moins de gènes, dans le métagénome intestinal par rapport à toutes les espèces de prokaryotes qui se baladent dans les océans. Et
je vous remercie. Je terminerai juste par une petite annonce. Si vous voulez en savoir plus sur cette époque héroïque du démarrage des projets de génomique humaine, donc d'abord la cartographie qui a été faite ici à Généton, et puis ensuite tout ce qui s'est passé au niveau des décisionnels des programmes génome public, où disons, il y a eu quand même pas mal de ratés, on va dire. Ces deux ensembles de documents ont été rassemblés par Jean-François Prudhomme, ici à Génopole, qui a travaillé pendant plusieurs années à Génopole, et on vient enfin de pouvoir les mettre, on aurait pu le faire avant, on n'y a peut-être pas suffisamment, on n'a peut-être pas mis suffisamment d'énergie pour que ça se fasse. Ces deux documents sont disponibles publiquement, donc sur ce site web qui est tenu par Génoscope. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille c'est une mine d'informations basée essentiellement sur l'analyse de tous les documents que Jean-François a pu rassembler dans ces deux domaines, que ce soit Généton ou ce qui s'est passé, dans le domaine public en France. Et je terminerai avec ça. Voilà, merci. Merci.